dont le travail inlassable auprès des rescapés est un hommage à la parole de ceux qui ont survécu à l'indicible. Monsieur Kraus, au nom de tous les rescapés du Rwanda, je vous dis merci, merci pour votre travail. La projection du film Voices of Rwanda sera prolongée par la voix d'Immaculée Rahamatari. C'est une rescapée dont la quasi-totalité de la famille a été détruite. Son chant, dédié à la mémoire des siens, est aussi une œuvre de transmission qui rend compte de l'héritage des disparus. Merci de suivre le film Voices of Rwanda. mu gitondo ku itariki ya 9 haza umugabo witwa Mbonampeka Stanislas. N'ubu njye nibaza impamvu ntajya numva bamushakisha mu bantu bashakisha, kuko niba habaho umuntu wakoze ibintu bikomeye cyane nawe arimo. Araje abwiye ba padiri ati aba bantu mwabaretse bagataha bagasubira mu mago yabo bakarindirwa mu ngo zabo. Padiri wari uhari wari recteur w'iseminari ambwira ati se turabwira abantu bataha icyo bahunze kitarangiye ko baduhungiyeho kandi ntacyo babaye hano, mwaretse bakaguma hano. Ati ndavuze ngo batahe. Ubwo abagabo babaga babyumva, natwe turi aho ngaho turimo gukora amasuku aho twaraye. Noneho padiri arambwira ati oya, ntabwo rwose ushaka gutaha arataha, ariko ntabwo tubwira abantu ngo nibatahe, ntabwo twabishobora, use turabwira nde tureke ndi. Noneho Mbonampeka ajya kuzana abasirikare kuri 11 mu gitondo nka saa 3. Tega basaga n'ababanje kuruhuka nyine ijoro ryose babaga bareba bakoze bitangaza nuko baraza benshi cyane bambaye ibitambaro, bambaye amakoma, bafite impiri. Baraza basanga aho twari turi ati nimuzane amafaranga mufite. Nta mafaranga dufite. Muzane amafaranga mufite kandi uwo dusangana n'igiciro atakiduhaye turamwica. Abari bayafite ubwo barayatanze, twebwe nta n'igiceri cy'icumi twari dusigaranye. Nuko haza umugore umwe yiyambitse ibintu by'amakoma, niwe wahagurukije abana banjye b'abakobwa, bari kumwe n'abandi bagabo bahita bahagurutsa na papa w'abana n'undi mugabo umwe, barabasohora babajyana hanze bavuga ngo bagiye kwica. Babagejeje hanze wa mugore akuramo abana banjye imyenda, bari bambaye ibipantaro, arabibambura ahita byambara. Noneho turasohoka, baradusohora, ntawe dukoraho, mwese hasi muryame. Hari umugabo witwa Mutsinzi yari yitwikiriye kuvurira bari bamuhaye, aratumbuka ariruka yirutse niwe bamurasa amaguru. Ibindi ntumbaze ko byagenze, twararyamye, cyakurikiyeho no kwica. Bicisha imihoro, bicisha udushoka, bicisha impiri. Ikintu nibuka cyo kora umuhoro wa mbere gihe narawumvise, kuko barankubise nsa n'uzamutse ngiye kurwana nabo, basubizamo undi, ntabwo nawumvise, ko byahise birangira nyine. Ubwo byageze ubwo hari nko mu masaa 3 gutyo simbizi.
mpagarara aho muri iyo mirambo, ndahagarara numva ijwi riramubwira ngo komera tugende. Numva ndakomeye, numva ngize imbaraga ntasanganywe. Tugiye he rero? Ntaho. Nararebye sindasubira muri aya mashuri, ararangaye, harimo n'intebe baraza kuzitwara. Ndageze muri chapelle ntabwo nahashobora naho, gusa ndajyayo ndasimbuka si ikigo ngende hanze ntabwo nagishobora. Numva ijwi riramubwira ngo jya muri ziriya wese hoshi tugende. Numva bamubwira ngo hoshi tugende. Ndagenda njya kuri za wese z'abanyeshuri n'utuntu tungana gutya dutoya, ndeba ahantu handuye habi cyane umuntu atatinyuka kujya ajya akaruka, njyamo. Ntabwo nakinze urugi, naruhagaze mw'imbere nk'uko waba uhagaze hariya, urugi nduhagararamo imbere gutya, nta muntu wabonaga ko harimo umuntu. Hagararamo nijoro ndicara, nta muntu wageze, ariko numvaga bagenda basahura bagera gute, ariko aho ntibahagera. Ubwo ni itariki 12. Umunsi ukurikiyeho bigenda uko. Undi munsi ukurikiyeho numva hinjiyemo abantu basakuza, kumbi bashorewe na Mbonampeka n'abasirikare. Baravuga ndumva, bavuga ko bagomba kundarunda iyo mirambo yose bakayitwika kugira ngo abazungu batazayibona. Mbonampeka niwe watanze esansi yo gutwika. Barabatwitse nkajya numva biraturagurika, zikanuka. Kazima bacu turacyariho, babyeyi
twaje kwibuka abacu bose bishwe urw'agashinyaguro. Ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, abakambi n'ibitambambuga bazize akarengane utabizi. Imyaka 20 irashize, imyaka 20 irashize, imukazima bacu turacyariho. Babavukije ubuto bwabo, imigambi bari bafitiye igihugu, babavutse urukundo mw'abagabo mwe. Bica abari n'abangavu n'abahungu bashaka gusoreka, bahitana abapfakazi, impinja n'incuke. Imyaka 20 irashize, imyaka 20 irashize, imukazima bacu turacyariho. Barabagabo b'inyangamugayo, barabahanga bakorera igihugu, babavana mu byabo babirukansa imisozi, ari ukujya kubatsinda muri za kiliziya. Imyaka 20 irashize, imyaka 20 irashize, imukazima bacu turacyariho. Tuje twese kubibuka, kubasubiza icyubahiro mwambuwe, tuje no kubashima ubutwari mwagize. Imyaka 20 irashize, imyaka 20 irashize, imukazima bacu turacyariho. Kandi nimuhure ntabwo twashize, tubatuye abakwe n'abakazana, abuzukuru n'abuzukuruza, ngubwo n'ubuvivi ntaho mwagiye. Imyaka 20 irashize, imyaka 20 irashize, imukazima
Les mots tuent, ceux des idéologues du génocide, ceux des propagandistes qui stigmatisent et désignent les victimes, et ceux des négationnistes qui tuent une deuxième fois en usant de l'euphémisme ou en travestissant l'histoire afin de prolonger le génocide bien après son achèvement. Les mots des rescapés, eux, nous disent l'indicible. Ces mots, nés du génocide, le crime sans nom dont parlait Churchill, nous donnent à entendre l'ampleur du désastre. Ils sont la parole vivante des rescapés qui protestent contre le déni de l'humanité qui leur a été fait. C'est pourquoi ils nous rapprochent, comme ce soir, dans toute leur singularité. Je tiens, au nom de tous et à titre personnel, à remercier très sincèrement M. Alain Guirinchouti, un rescapé, d'avoir accepté de témoigner ce soir. Je sais à quel point revenir sur ce passé-là n'est pas aisé. M. Alain Guirinchouti. Bonsoir. Avant de commencer mon témoignage et partager avec vous mon parcours d'enfant, mais aussi de rescapé, mais aussi d'un homme que je suis aujourd'hui, je voudrais remercier cette grande maison qui est l'UNESCO d'avoir accepté, d'avoir permis que cet événement d'hommage aux victimes de nos familles soit possible. Je voudrais également remercier mon pays, le Rwanda, d'avoir aussi permis que cet événement se passe. Mon pays, le Rwanda, ici présenté par son Excellence, M. Kabal Jacques. Le 8 avril, environ vers 15 heures, je suis un garçon. Je suis un garçon tout petit. J'ai 15 ans. Mon nom est Alain Guirinchouti. Je suis issu d'une famille de 8 enfants, mais j'ai grandi dans une famille de 5 enfants car j'ai été élevé par ma tante à Kigali. En grandissant, je ne savais pas que j'étais Tutsi. Je l'ai découvert à l'âge de l'école, quand sur ma fiche d'élève, on m'a dit qu'il était mentionné Tutsi et qu'à chaque fois, quand l'appel systématique se faisait, on demandait aux Tutsis de nous lever et ensuite aux Hutus de se lever. Mais systématiquement, quand on demandait aux Tutsis de se lever, le reste de la classe se moquait de nous. Je l'ai appris aussi plus tard parce que l'histoire de ma famille m'a été racontée, qui est une famille qui a connu déjà les pogroms depuis 1959, comme la plupart des familles Tutsis, mais aussi par l'assassinat de mes tantes, oncles en 1963 et 1973, en passant par l'assassinat de mon père en 1991. Et là, donc, j'ai commencé à connaître ce que ça voulait être Tutsi. Je l'ai su aussi également quand j'ai été rayé de la liste des candidats qui avaient réussi le concours national d'entrée à l'école secondaire, alors que j'avais terminé premier de ma classe. On est en 92. Mais je l'ai su aussi en 93, quand un de mes voisins, qui était commerçant, quand je suis allé faire des courses,
Il me dit, si demain on nous demande de commencer le travail, je commencerai par toi parce que tu es un bel Monidien. Alors, pendant toute cette période, j'en ai voulu beaucoup à mes parents parce que je leur demandais à chaque fois pourquoi vous m'avez inscrit à l'école en Taketouti. Et j'en ai voulu tellement aussi à mon père qui m'avait transmis son physique parce que dans ces années-là, au Rwanda, il ne faisait pas bon d'être grand, d'être fin, d'avoir un F1, d'avoir le physique Tutsi tel qu'il était enseigné, décrit dans les clichés, dans les manuels, dans l'imaginaire des Rwandais, ainsi que d'ailleurs des premiers missionnaires et des colons de l'époque. Le 6 avril, on a appris que l'avion du président avait été abattu et les messages qui étaient annoncés à la radio, c'était que tout le monde devait rester chez soi, qu'il ne fallait pas quitter la maison. Le 7 matin, on était seuls à la maison, les enfants, puisque ma tante était allée rendre visite à sa fille Abtaré, et donc elle a passé un coup de fil à nos voisins pour qu'ils viennent nous chercher, pour qu'on se retrouve ensemble, au moins qu'on soit avec les adultes. Ça n'a pas tardé, quelques minutes plus tard, la maison a été attaquée par la garde présidentielle et les miliciens. Et ils ont lancé des grenades, mais aussi on s'était réfugiés dans la pièce de derrière la maison. Les grenades, on les entendait exploser, mais ils ne nous ont pas atteints. Et notre voisin, Étienne, avait passé un coup de fil à un ami à lui qui était un militaire dans l'ancienne armée rwandaise, qui était un bon ami à lui. Et donc, il a demandé, il lui a expliqué la situation, qu'on était attaqué, qu'on était assiégé, qu'il fallait faire quelque chose pour nous sortir de là. Et en une demi-heure environ qui a suivi, ces militaires, son ami a envoyé des militaires pour nous aider à sortir de la maison. Et arrivé, c'était pas facile d'accès à la maison puisqu'on était assiégé par les miliciens et les voisins. Et pour nous sortir donc de cette maison, ils ont intimidé la population, ils ont dû tirer pour que les gens s'éloignent, et ils nous ont sortis de la maison. Et nous, quand on est sortis de cette maison du voisin, on a vu cette foule de gens qui voulaient nous tuer, parmi lesquels il y avait des voisins avec qui on avait des bons rapports auparavant, et même parmi ces voisins, des enfants avec qui on avait joué au football le lendemain. La veille, pardon. Et la foule criait, livrez-les à nous, on va les massacrer, on va les brûler. À ce moment, donc, j'ai senti un sentiment de peur comme je l'ai jamais eu. Le cœur, c'est comme si le cœur avait bougé, il n'était plus dans sa place. Et ils nous ont fait monter dans la camionnette qu'ils avaient. La foule continuait à crier. Et la camionnette a démarré. Et on a quitté le quartier, mais la clameur publique suivait et se relayait en disant « Attention, c'est les Tutsis qui arrivent à tel endroit, il faut les tuer, il faut les arrêter, il faut les tuer ». Et en cours de chemin, ils nous ont demandé, les militaires nous ont demandé où est-ce que vous vouliez aller, est-ce que vous avez un endroit où vous voulez vous rendre. On leur a dit on ne sait pas parce que on ne sait pas où aller. Mais ils nous ont dit il faut avoir en tête un endroit, sinon nous on peut pas continuer à vous protéger, il faut qu'on vous dépose quelque part. Et la première idée qui nous est arrivée à l'esprit, c'est que on avait une bonne amie, un ami Rimbaud. Quand ça ne se passait pas bien dans le quartier, on se réfugiait chez lui parce qu'il faut savoir que déjà en 93, les Tutsis étaient attaqués dans les quartiers. Et donc on a dit amenez-nous, les adultes qui étaient avec nous ont dit amenez-nous chez Jeanne. Jeanne, donc c'était cette amie Tutsi qui était une amie Rimbaud. Arrivé là-bas,
Et il nous a ouvert le portail. Aussitôt, il nous dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» On nous dit « Bon, on est attaqué, il faut bien qu'on puisse... » Il nous dit « Ici, ce n'est pas un refuge, puisque je suis la première personne à être visée dans le quartier. De toute façon, si vous restez ici, ils vont tous venir nous tuer ici. Donc, ce n'est pas la peine de trouver un autre endroit de refuge. » Du coup, les militaires ont dit à côté, il y a une école, un couvent qui sont gérés par une congrégation de jésuites. On va vous déposer là-bas. Et donc, on est arrivé à cette école, toujours dans le secteur de Nyamirambo. Le portail était fermé. Du coup, les adultes ont dû d'abord nous jeter par-dessus la clôture, les enfants, et ensuite, eux, ils ont grimpé la clôture. Donc, arrivé là-bas, je me rappelle bien de cet instant, parce que vraiment, j'étais terrorisé. Et il y a une femme qui m'a reçu dans ses bras, qui me dit « Ne t'inquiète pas, tu es déjà ici, tu vas survivre. » Et excusez-moi. Excusez-moi, en Kinyarwanda, on dit que les larmes d'un homme coulent de l'intérieur, mais je ne suis pas à la hauteur. Et donc, on arrive dans cette école. Il y avait déjà des gens qui s'y étaient réfugiés, qui avaient fui les pogroms de 93, quand il y avait des massacres dans le secteur. Et donc, les frères joséphites nous ont rangés dans les classes qui étaient juste quelques escaliers en bas. Ils nous ont apporté le très peu de vivres qu'ils avaient. On est donc la journée du 7 avril. Après, ce sont des petits détails comme ça, mais qui m'ont marqué, qui aujourd'hui m'ont montré que, en ce jour-là, on n'avait pas mesuré l'ampleur que l'événement allait prendre, puisque les frères eux-mêmes, en temps de crise comme ça, ils nous ont proposé des vivres, mais ils nous ont dit, on a un poulailler, mais si vous voulez, s'il y en a quelques-uns qui ont de l'argent, on peut vous vendre des œufs. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, bon, enfin, en temps normal, on n'aurait pas pu proposer aux gens qui sont assiégés de leur vendre des vivres. Je pense que même dans notre inconscience, on disait que ces attaques allaient cesser et qu'on allait regagner nos maisons. Et donc, on y a passé cette journée du 7 avril, ensuite, et la nuit du 7 au 8. Le lendemain, c'était l'offensive d'IFPR, qu'on entendait vraiment sur la colline d'en face de Libello. Et je me rappelle bien que parmi des gens qui étaient avec nous, les adultes, et surtout les femmes, qui ont dit « On est bientôt sauvés, et quand bien même on ne le serait pas, c'est pas grave, et les autres, ils vont être sauvés. » Et vers 15h le 8 avril, ou quelques minutes qui ont précédé, une demi-heure je crois, on a entendu en face de l'école, c'était l'école, le groupe scolaire Saint-André, des cris comme on n'en a jamais entendu auparavant. C'était des gens qui se faisaient tuer, comme si c'était vraiment des bêtes qu'on était en train d'éventrer. Il y avait ce bruit des tueurs, mais aussi ces voix des victimes. On était terrorisés.
Et aux environs de 15 heures, on voit les miliciens qui commencent à grimper la clôture de l'école dans laquelle on était. Et ils étaient accompagnés de militaires. Les miliciens étaient armés de machettes, des gourdins, et les militaires avaient des fusils. Au moment où ils arrivent dans la cour, il y a cette image qui restera toujours gravée dans ma tête. Il y avait une jeune fille, je crois, elle devait avoir 19 ans. Elle n'a pas eu le temps de regagner la classe. 5 ou 6 miliciens se sont déchaînés sur elle à coups de machette de gourdin. Elle essayait de se sauver comme elle pouvait. Et ils l'ont abattue. Et ça, c'est la première image du massacre que je vois. Et ensuite, ils approchent les classes. Et là, ils nous demandent d'ouvrir les portes. Les portes, on les avait fermées à clé. On a refusé. Et ils ont dit que si on n'ouvrait pas les portes des classes, qu'ils allaient jeter les grenades dedans, que tout le monde allait mourir. Et ensuite, voyant qu'on avait résisté, ils ont dit dans ce cas-là, donnez-nous de l'argent, ceux qui ont des bijoux sur eux, qu'ils nous les donnent, on vous fera rien. Et les gens qui avaient de l'argent, ils ont commencé à donner ce qu'ils avaient, les bijoux, les montres. Et une fois qu'ils ont fini de récupérer tous ces biens, ils ont demandé à ce que, si elle est Hutus dedans, que les Hutus se mettent à part. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de Hutus, on n'était que des Tutsis. Et ils se sont mis à demander. Parmi nous, il y avait des gens qui ont essayé de dire on est des Hutus. Et ils ont demandé les pièces d'identité. Donc les pièces d'identité, on les passait par les fenêtres parce qu'on avait refusé d'ouvrir. Et en fait, personne n'a été mis à part comme étant Hutu parce que malgré ceux qui avaient donné les pièces d'identité dans lesquelles c'était inscrit Hutu, ils ont été considérés comme des falsificateurs. Et donc, ils ont dit, vous ouvrez les portes. Et ils étaient prêts vraiment à jeter les grenades dans les classes. Ensuite, les adultes ont ouvert les portes. Et ils avaient formé un cercle devant les classes. Et au fur et à mesure que les gens sortaient, ils les abattaient à coups de machette et de gourdin. Et je me rappelle qu'à ce moment précis, moi je ne sors pas. Je reste, il y a un milicien qui venait de tuer les gens, il avait un couteau, une baïonnette avec du sang. Il entre, donc j'étais avec une de mes voisines. Et à ce moment-là, il lui dit « Toi, je ne te tue pas, mais tu vas devenir ma femme. » Et j'essaie de l'implorer pour que moi aussi il me sauve. Et je vois qu'en fait, dans son regard, c'est ma mort assurée. Et donc je sors. À ce moment-là, j'arrive, je vois ma voisine Laetitia, qui avait 2 enfants. Elle est en train de supplier le milicien de pas la tuer. Et derrière, il y avait un autre milicien. Et du coup, il lui a donné un coup de machette. Et d'un coup, la tête est tombée. Et moi, j'étais resté inerte. À ce moment-là, c'est ma sœur que je vois en train de se faire macheter. Et je ne sentais plus rien. Et je ne sais pas quand est-ce que moi j'ai reçu des coups de machette. Ce que je sais, c'est que plus tard, je ne peux pas vous dire combien d'heures après, j'ai essayé de... Je me sentais vivant. Je me sentais vivant. Et dans mon esprit, on allait être attaqué et j'ai cherché à me relever pour m'enfuir. Sauf que quand j'ai essayé de me relever, je ne pouvais pas, non seulement parce que j'étais blessé, mais aussi parce que j'avais des cadavres sur moi. Et donc je suis resté là en train de giser dans le sang. Et plus tard, j'entends la voix qui dit « Est-ce que parmi vous, il y a des survivants, il y a des vivants ?» Et
Et j'ai levé la main et c'était la Croix-Rouge qui venait voir s'il y avait encore de survivants. On est encore dans les premiers jours du génocide puisqu'on est le 8 avril. Et je vais passer le détail de comment je suis arrivé à l'hôpital, au centre hospitalier de Kigali, qui pour moi c'est j'allais dire une balance ou un outil de mesure de l'animalité qui peut sommeiller en chacun de nous, mais aussi de l'acceptation de la déshumanisation